Avant d'entamer la remédiation, revenons sur ce qu'on entend par la rétroaction. La rétroaction est un complément de l'évaluation qui permet de préciser ce qui a été bien fait et ce qui doit être amélioré. De plus, les rétroactions s'inscrivent dans une perspective de dialogue et de réciprocité. Elle peut être aussi faite en dehors du contexte des évaluations, qui consiste donc une forme de reconnaissance du travail de l'élève. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir concernant la remédiation? Ce qui est à savoir, c'est que dans la nouvelle vision didactique, l'erreur est considérée comme un signe de besoin. Elle constitue aussi l'une des composantes fondamentales du processus d'apprentissage et nécessite une action de remédiation. La remédiation est une remise à niveau des élèves ayant des difficultés dans leurs apprentissages. Elle est un soutien apporté aux apprenants qui ont des difficultés à acquérir ou à maîtriser certaines connaissances ou notions. Voyons maintenant sur ce qu'on entend par la remédiation et les objectifs de la remédiation. Selon ce qui est écrit ici, la remédiation intervient en principe au terme de chaque tâche d'apprentissage. C'est-à-dire que la remédiation est l'étape finale et sans doute la plus importante du processus évaluation-diagnostic. Elle s'établit après le diagnostic que l'enseignant a effectué à l'analyse des résultats de l'évaluation. Elle a pour objet d'informer l'étudiant et l'enseignant du degré de maîtrise atteint. En d'autres termes, c'est aussi une séance ou une activité permanente de régulation des apprentissages pour au moins minimiser le taux d'échec scolaire et de rendre l'école plus rentable. Elle permet de découvrir où et en quoi un étudiant éprouve des difficultés d'apprentissage. Donc, c'est une activité qui va permettre à l'apprenant en difficulté de connaître ses carences, de les accepter et de les corriger dans le but de développer ses connaissances. Elle permet de proposer ou de faire découvrir des stratégies qui permettent à l'étudiant de progresser. Cela suppose donc que l'enseignant a suffisamment ciblé les problèmes de l'enfant et a pour cela choisi des exercices adéquats pour combattre les lacunes. Elle permet à l'élève de réviser, de revenir sur ce qu'il n'a pas compris et d'installer la compétence, l'habileté et ou la capacité visée. Par la suite, voyons en un coup d'œil le minimum de choses à faire si on doit procéder à la remédiation. On parle ici de deux étapes, celui de choisir une situation d'évaluation différente des exercices habituels. En effet, il n'est pas rare que l'enseignant alterne les différentes situations d'évaluation. Ceci dans le souci de permettre à chacun des élèves d'accéder à la notion. Il en a des mêmes pour les exercices d'application. S'ils paraissent inaccessibles aux élèves, on pourra remédier à leurs erreurs avec des apports méthodologiques ou une différenciation des consignes. Ensuite, la deuxième étape serait de déterminer des critères et indicateurs d'évaluation. En fait, le fait de déterminer des critères et indicateurs d'évaluation constitue pour l'élève à la fois un guide méthodologique et de responsabilisation. Petit à petit, ils conduisent l'élève à trouver une stratégie précorrective. Cette attitude consiste à s'interroger sur ce qu'il vient de réaliser, à répondre en se déterminant par rapport au niveau de performance exigé dans l'atteinte des objectifs. Nous avons par la suite la démarche de remédiation. Il n'est pas nécessaire d'agir tout le temps, ni trop vite en cas de difficulté de l'élève. Il s'agira de penser à la remédiation que quand cette erreur s'installe dans le temps.
Une bonne marche de diagnostic-remédiation donc repose sur 4 étapes principales. Le repérage des erreurs, la description des erreurs, la recherche des sources d'erreurs et la mise en place d'un dispositif de remédiation. Voyons maintenant la première démarche de remédiation qui est le repérage des erreurs. Avant de parler du repérage des erreurs, il faut savoir que la remédiation peut se mener collectivement si l'enseignant décèle des lacunes communes à une majorité des élèves. Elle peut se mener en petits groupes si l'enseignant observe que certains élèves rencontrent des difficultés similaires. Et finalement, la remédiation peut se mener individuellement si l'enseignant a la possibilité de faire travailler chaque élève en particulier. Alors, concernant le repérage des erreurs, ce dernier est le simple fait de corriger le travail d'un élève et de diagnostiquer les faiblesses de ce dernier. Cela veut dire donc que le repérage des erreurs, c'est un travail technique de correction qu'il faut contextualiser. Nous avons l'exemple ici. Mon père se met en couleur. Nous constatons ici que c'est une erreur de lexique. L'erreur principale n'est pas d'avoir mis un E au mot couleur, mais surtout de se tromper de mot. Par la suite, nous avons la deuxième étape de la démarche de remédiation, la description des erreurs. Alors, pour orienter la remédiation de manière convenable, il faut prendre en compte la fréquence et l'importance de l'erreur. La description des erreurs, donc, c'est le fait de relever les critères non maîtrisés et les erreurs récurrentes et importantes. Elle se fait en référence à des critères de catégorisation. D'abord, nous avons les critères minimales ou aussi les micro-critères. C'est un critère nécessaire et indispensable pour l'atteinte de la compétence. Et on peut avoir aussi des critères plus fins, appelés aussi le critère de perfectionnement. C'est un critère utile, mais non indispensable. Toujours en parlant des erreurs, il existe différentes typologies des erreurs plus ou moins détaillées et approfondies. On peut citer les erreurs relatives à la situation dans lesquelles peuvent ne pas être disponibles chez les élèves alors qu'elles paraissent naturelles à l'enseignant. Les erreurs relatives à la compréhension des consignes qui fait référence aux termes employés pour introduire les exercices et les problèmes qui ne sont pas transparents pour les élèves. Ils constituent parfois en eux-mêmes des obstacles. Les erreurs liées à la maîtrise du français, par exemple, ou ayant leur origine dans une autre discipline, cette typologie d'erreurs s'explique par le transfert des compétences requises, paraissant naturelles à l'enseignant, n'étant en réalité pas réalisées et ou réalisables. Et encore d'autres erreurs, telles que des erreurs dues à une surcharge cognitive et des erreurs causées par la complexité propre du contenu. Par la suite, il faut savoir que l'erreur constitue l'une des composantes fondamentales du processus d'apprentissage. C'est ainsi qu'on entre dans la pédagogie de l'erreur, dans laquelle on accepte que les élèves se trompent, allant même jusqu'à se servir de ces obstacles pour les aider à progresser. En effet, l'enseignant doit travailler avec ses élèves de manière constructive pour comprendre l'erreur. Parfois, nous avons même besoin de faire recours aux hypothèses pour effectuer l'identification des sources d'erreur. Les sources d'erreur sont les plus souvent à rechercher dans les structures cognitives de l'élève.
il faut les exprimer de façon suffisamment précise afin de pouvoir y apporter une remédiation. Il s'agit surtout d'émettre des hypothèses et de les vérifier avant de passer à la remédiation. Au besoin, l'enseignant doit élaborer des hypothèses en fonction de la nature de la difficulté rencontrée par l'élève. Pour revenir à tout ce que nous avons dit par rapport à l'erreur, rappelons donc qu'il faut découvrir la source des erreurs pour apporter la réponse idoine. La prise en compte des erreurs des élèves est l'une des bases menant à la remédiation pédagogique. Cette prise en compte et plus précisément l'analyse des erreurs qui permettra à l'enseignant de recentrer les savoirs et à l'enfant de progresser si on lui en donne les moyens. Il ne s'agit pas de faire de l'acharnement pédagogique consistant à multiplier les exercices. On s'entend que l'erreur a longtemps été considérée comme le fruit d'un manque de travail de la part de l'élève, d'une ignorance ou d'une négligence. Pour la corriger, on faisait répéter de nombreuses fois l'exercice ou la leçon à l'élève pour l'enrayer, sans se soucier réellement de l'origine de l'erreur et de la compréhension de l'élève. Cette conception a évolué au fil notamment des courants pédagogiques. Mais aussi, il faut poser la bonne question. Cette erreur a quelle source? Comment vaincre le mal par la racine? Après le repérage des erreurs, leur catégorisation, la description des sources possibles, il s'agit de mettre en place un dispositif de remédiation pour la prise en charge des erreurs les plus significatives. Tout ça pour dire que le choix du dispositif de remédiation à mettre en place n'est pas aléatoire. La remédiation peut être collective ou différenciée. Quand on parle de la remédiation collective, on parle de la révision, de la consolidation et de la réapprentissage. Pour le cas de la réapprentissage, il s'agit donc de revenir sur les apprentissages avec des nouvelles stratégies. L'enseignant pensera aussi à réguler ses procédés d'enseignement. Concernant la remédiation différenciée, nous avons le travail par groupe de niveau, le travail par contrat et le travail par tutorat. Pour le travail par groupe de niveau, pour réaliser ce travail, il faut d'abord constituer les groupes de besoins et ensuite proposer des exercices spécifiques à chacun d'eux. Les élèves travaillent d'abord seuls et confrontent ensuite leurs résultats. Les groupes de besoins sont formés en fonction de la nature des erreurs commises. Le travail par contrat. Un contrat de travail est négocié avec l'élève qui devra l'exécuter dans un temps déterminé d'un commun accord. La quantité de travail à remettre dans un certain délai fait l'objet d'un contrat signé entre l'élève et l'enseignant. Le travail par tutorat. Ce travail donc consiste de permettre à des élèves de progresser en réalisant des tâches sous la conduite d'un père. Un élève plus fort appelé tuteur aide ses pairs moins avancés que lui à surmonter un certain nombre de difficultés. Pour un bon tutorat, il faut respecter deux règles. La première règle, les deux élèves se choisissent mutuellement et la deuxième règle, le tuteur ne doit pas donner la réponse à son camarade, mais il lui donne des explications qui lui permettent de la trouver. Toujours dans le dispositif de remédiation, revenons à l'étape de la remédiation. Il n'existe pas de recette miracle pour une bonne remédiation. Il y a cependant des étapes incontournables lorsqu'on entreprend un tel projet.
La première étape, c'est le diagnostic. Il s'agit d'un dépistage des lacunes, des insuffisances et des difficultés des apprenants avec prise de notes au cours des différentes activités. La deuxième étape s'agit de propositions de remédiation pour chaque cas recensé avec préparation des fiches pédagogiques contenant des signes très clairs et très précises. Puis l'étape 3, c'est l'action pédagogique en classe au cours de la remédiation. Cette action doit avoir des objectifs clairement définis. En ce qui concerne les outils de remédiation, l'enseignant prépare ou sélectionne les outils de remédiation appropriés. Des fiches de travail individuelles avec ou sans corriger, ou aussi des exercices collectifs de remédiation, mais aussi le matériel pour un réapprentissage. Et finalement, l'étape 4, le but de suivi et évaluation de la remédiation, c'est de vérifier si chaque élève profite au maximum de la remédiation et à évaluer les résultats de la remédiation. Il s'agit de faire une évaluation formative des résultats obtenus après la remédiation et de prendre une décision. Celle-ci peut être par exemple une reprogrammation d'un cas pour la séance suivante. Dans la suite de la présentation, nous aborderons quelques facteurs importants autour de remédiation. Il s'agit des facteurs pédagogiques et organisationnels. Voyons d'abord les facteurs pédagogiques. Il y a des facteurs pédagogiques qui devraient être pris en compte avant la remédiation, tels que avoir le souci de feedback immédiat. Le souci de feedback immédiat intervient immédiatement sur des besoins qui se manifestent lors du déroulement d'un cours. Donc, c'est une remédiation intégrée à l'apprentissage. Considérez l'erreur comme faisant partie naturellement de tout apprentissage. Effectivement, l'erreur, c'est un moyen efficace dans le processus d'enseignement-apprentissage et un signe pour repérer les difficultés des apprenants. Mettre dès le départ l'accent sur les sources d'erreurs les plus connues, c'est-à-dire qu'il faut identifier une ou deux difficultés fréquentes et importantes pour conduire la remédiation. Donc, c'est à l'enseignant d'effectuer des stratégies d'enseignement qui permettent à l'élève d'être plus conscient, apte à détecter ces différentes erreurs. Accepter de perdre du temps pour en gagner, car se donner du temps pour revenir sur une évaluation est un choix plus profitable pour le processus d'apprentissage de l'élève. Le temps investi sera récupéré dans d'autres contextes où on permettra à l'élève de réutiliser un concept, une stratégie ou une connaissance. Accepter de s'arrêter pour développer certaines ressources de base. Être particulièrement attentif aux services d'erreur liés à soi-même, comme enseignant. Alors qu'en étant enseignant, il peut être intéressant et motivant de bousculer ses habitudes en sortant des sentiers battus, en remettant en cause ses pratiques pédagogiques et en collant davantage aux aspirations et à l'univers des élèves à qui on s'adresse. Il y a également les facteurs pédagogiques après remédiation. Ne pas viser à supprimer la dernière erreur, mais travailler en priorité sur les 3 ou 4 erreurs les plus fréquentes. Selon la loi de Pareto, 80% des erreurs peuvent être supprimées en 20% du temps de remédiation qui serait nécessaire. En d'autres termes, ce petit pourcentage de 20% de causes génère un très grand effet. Travailler essentiellement par repérage des critères défaillants. Diversifier les stratégies de remédiation. Donc, l'apprenant doit avoir le sentiment de changement, sinon il ne va pas manifester à son tour un engagement. L'enseignant ne doit pas se contenter de refaire ce qu'il a déjà fait en classe, car la situation de remédiation doit être une situation différente
de celle du cours. Pour les travaux de groupe, formez des groupes d'élèves qui ne soient pas ni trop homogènes, ni trop hétérogènes, parce qu'il faut connaître que tous les enfants ne sont pas égaux face à l'apprentissage. Ils n'ont pas tous la même vitesse de compréhension, les mêmes capacités ou les mêmes méthodes pour accéder aux connaissances d'une part, et d'autre part, la motivation et la volonté d'apprendre sont très variables d'un individu à l'autre. Remédier chez un élève faible, c'est avant l'amener à retrouver la confiance en lui-même, car la prise en charge de la dimension d'intégration au sein de groupes classe procure un sentiment de confiance chez les apprenants en difficulté et les aide à avoir une prédisposition de l'activité. Et finalement, les facteurs organisationnels. Si nous voulons donner aux apprenants en difficulté une réelle chance de réussir, nous devrions donner du sens à notre tâche, croire à nos potentialités et celles de nos apprenants. Il s'agit donc de travailler à plusieurs classes pour favoriser les groupements de niveau, ce qui implique que d'intervenir de façon collaborative afin de se positionner dans une logique de remédiation. Développer une stratégie nationale, donc de faire appel à tous les partenaires de l'école pour un outil standardisé de remédiation. Prioriser ce qui est autour de la première étape. Imposer aux enseignants d'œuvrer dans l'esprit de la remédiation, mais ne pas leur imposer de dispositifs de remédiation. Donc, les inciter à prendre en charge d'une façon plus responsable les apprenants en difficulté d'apprentissage. Veillez à ce que l'enseignant ait accès à une panoplie de dispositifs de remédiation, ce qui implique de doter les enseignants de moyens qui vont leur permettre de pratiquer la remédiation avec plus de facilité afin d'assurer un impact plus rentable des enseignants. Mettre l'enseignant dans des conditions telles qu'il puisse pratiquer la remédiation, ce qui veut dire de se concentrer toute l'action pédagogique sur la réalité du terrain et non pas sur des considérations purement administratives ou théoriques.